Comment tu définis un sales call? C'est quoi pour toi un appel de vente? Un appel de vente, il y a plusieurs définitions. Pour moi, la plus fondamentale, c'est de découvrir quels sont les besoins du client. Donc si on revient peut-être aux catégories, moi j'en ai quelques-unes à te proposer. On a le premier, c'est le client qui est prudent. Le client qui est prudent, ses besoins, c'est qu'il a un besoin de sécurité, il a besoin de clarté et de réduire le risque. On dit toujours que ce qui est gratuit, c'est trop cher, hein, que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ouais. Ça dépend aussi de ton positionnement, comment tu veux te positionner, quel type de client est-ce que tu vas attirer. Si tu veux attirer des clients qui ont un budget modeste et puis qui te payent une fois sur deux, puis qui ont des arrangements de paiement, commence par faire des remises et autres, puis après tu te fais bouffer et puis t'es fichu. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial. Donc c'est un épisode qui n'était pas du tout prévu au programme. Je suis accompagné comme d'habitude de Simon. Hello l'équipe. Hier, il faut savoir que pour mon business, j'ai eu un sales call. Et puis on avait prévu de tourner le podcast aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, déjà, qui est-ce qui pourrait m'aider à débriefer un petit peu ce sales call et puis à trouver des solutions pour que je sois plus performant la prochaine fois. Du coup, j'ai forcément pensé à toi, Simon. Peut-être pour commencer, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu fais au boulot pour qu'on comprenne bien ton autorité pour cette discussion? Oui, alors Julien, écoute, moi dans le cadre de mon travail, donc, je travaille dans une entreprise financière dans la région. Et puis je suis responsable en fait des conseillers et des conseillères qui vont chez les clients. Okay. Donc j'ai une responsabilité directe de 18 conseillers et conseillères financières répartis sur les Franches-Montagnes, la Joie et puis la vallée de Delémont. Et puis j'ai des profils très différents, des plus jeunes, des plus anciens, des plus techniciens, des plus, je dirais, talentueux. Et puis moi je les accompagne en fait pour qu'ils puissent justement se développer, atteindre aussi leurs objectifs et puis faire en fait de la croissance et puis faire grandir l'entreprise. Donc mon but vraiment c'est pas forcément de leur dire comment faire, c'est plutôt leur permettre de créer un cadre pour qu'ils puissent atteindre, je dirais, un niveau supérieur et que chacun puisse se développer chaque mois, chaque année, personnellement et professionnellement. C'est ça mon rôle. Ok. Et puis plus globalement, ça fait combien de temps que tu es dans le domaine de la vente en guillemets? Alors dans la finance, dans le conseil et la vente, ça fait une quinzaine d'années que je suis dedans depuis mes 19 ans. Depuis mes 19 ans, j'ai commencé dans le conseil financier et puis maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans ce domaine-là. Ok, d'accord, super. Donc là, on a établi déjà, je pense que les gens comprennent facilement que les infos que tu vas donner, ça vaut déjà de l'or, donc directement. Alors clairement, c'est ma spécialisation, je dirais, c'est là-dedans que j'ai baigné depuis toujours. Ouais. Après, bien sûr, j'ai fait aussi d'autres choses de l'entrepreneuriat autour, mais fondamentalement, c'est là-dedans que je baigne depuis plus de 15 ans. Ouais. Super. La relation client, le conseil clientèle, et puis aussi, bien sûr, logiquement, la vente. Ouais. Ok, très bien. Et puis pour ceux qui ne savent pas exactement, comment tu définis un sales call? C'est quoi pour toi un appel de vente? Un appel de vente, il y a plusieurs définitions. Pour moi, la plus fondamentale, c'est de découvrir quels sont les besoins du client. Donc, le plus important, ce n'est pas forcément de vouloir vendre quelque chose, c'est de comprendre la problématique que le client il a et puis voir si tu peux l'aider par rapport au produit que tu as proposé. Et un bon sales call, pour moi, ce n'est pas forcément de signer ou de vendre quelque chose, c'est d'arriver à un niveau de compréhension plus fin de ce que le client veut, que lui aussi arrive à mieux comprendre ce qu'il a besoin. Et puis s'il comprend mieux ce qu'il a besoin et puis que tu as des choses à lui proposer qui correspondent à son besoin, logiquement, il n'y a quasiment plus de vente. C'est le client qui va acheter la solution. Ouais. Donc c'est ça le but. Ok. Donc si je comprends bien, en fait, il n'y a pas forcément tous les clients qui seront un bon client, en guillemets, qui seront adaptés à ce que tu proposes. Non, il y a aussi des clients où à la fin du call, c'est clairement un non. Et puis c'est un non qui est juste parce que finalement, il n'y a pas de besoin où nos produits, nos solutions ne peuvent pas forcément aider le client. Et puis ça ne sert à rien de vouloir absolument vendre quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin ou dont il ne perçoit pas la valeur. Donc des fois, une vente, c'est aussi un non. Et c'est des fois très bien comme ça. Ok, super. Puis si on entre dans le vif du sujet, donc demain j'ai un nouveau call, comment je me prépare au call? C'est quoi les choses importantes à faire en préalable? Alors pour te préparer à un call, je dirais le plus important, c'est de connaître à qui est-ce que tu vas parler en fait. C'est vraiment te renseigner sur la personne que tu vas voir au bout du fil. Quels sont potentiellement son profil, qu'est-ce qu'il fait, dans quelle boîte il bosse, et mettre aussi des hypothèses. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme problème? Et puis ces hypothèses-là, tu dois après essayer de les confirmer ou de les affirmer durant l'entretien en posant des questions ouvertes. Et le plus important, le quatrième point, c'est ensuite de fixer une prochaine étape.
Mhm. Et la prochaine étape, ça peut être aussi qu'il n'y a pas d'autre étape et qu'en fait, on s'arrête là. Ouais. Mais aussi, toujours, avant de raccrocher le téléphone avec un prospect ou un potentiel client, c'est de formuler une prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle, ou vous me rappelez, ou on se retient au courant. De jamais, je dirais, fermer les portes à la fin d'un appel. Mhm. Ouais. Ok, très bien. Et puis après, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'avoir une structure au niveau des appels ou tu penses que c'est mieux de go with the flow et puis d'un peu suivre? D'aller au talent, tu veux Ouais, dire. ouais. Alors, aller au talent, moi, je suis pas forcément fan. En fait, ça dépend ce que tu veux proposer ou quel est un petit peu le client que tu vas avoir au bout du fil. Mhm. C'est clair que la vente, elle se gagne clairement pas durant la préparation. Mhm. Ça, c'est un mythe, ça, c'est faux. Mais tu peux clairement la perdre si tu ne te prépares pas assez à l'avance. Ok. Parce que de bien te préparer à l'avance, qui c'est que tu vas avoir en face, qu'est-ce que tu penses qu'il peut avoir comme problème, puis quelle solution est-ce que tu pourrais lui apporter, ça va beaucoup réduire ta charge mentale. Donc tu vas moins chercher tes mots pendant l'appel, tu vas être beaucoup plus concentré à l'écouter, à reformuler, à lui poser des questions ouvertes pour bien comprendre, bien cibler sa problématique. Donc tu vas gagner du temps, tu seras beaucoup plus à l'écoute et logiquement, si tu es bien préparé, ça va être aussi beaucoup plus naturel que si tu répètes un texte ou si tu vas peut-être au talent, un petit peu à l'intuition. Ouais, ouais. Donc je pense que la préparation, c'est pas ça qui fait que ça va marcher, mais ça va te permettre de ne pas perdre peut-être le deal. Ok, ouais. Ouais, alors c'est vrai qu'instinctivement, de mon côté, moi, c'est ce que j'ai fait. La personne, elle m'a contacté par le biais d'Instagram. Donc, j'ai consulté son profil, j'ai essayé d'analyser un maximum quel type de personne c'est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a l'air de chercher. Tu as fait des hypothèses, Voilà, justement. ouais, Ouais. c'est ça. Et puis après, je me suis aussi un peu renseigné justement pour bien gérer ce call. Puis j'ai vu qu'il conseille d'avoir 70% de parole au niveau du client. Et puis moi, le reste, donc plutôt passer mon temps à écouter qu'à essayer de proposer mon produit puis vendre. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette partie-là? Je dirais que dans la vente en général, il y a différents types, je dirais, de conseillers ou bien de vendeurs, hein, si on les vulgarise un peu vendeurs comme ça. Il y a les conseillers techniciens, c'est-à-dire les gens qui connaissent très bien leurs produits, qui en sont convaincus et puis qui veulent absolument convaincre l'autre. Ces gens-là, souvent, ils parlent beaucoup trop parce qu'ils veulent absolument montrer qu'ils savent, qu'ils maîtrisent. Puis du coup, ils proposent des arguments, ça peut vous aider pour ci, pour ça, puis ils n'arrêtent pas d'ajouter des choses, alors qu'en fait, le client, c'est peut-être pas ça qu'il veut. La plupart des bons vendeurs, des bons conseillers, c'est ceux qui savent surtout écouter. Beaucoup écouter et poser les bonnes questions. Si tu sais poser les bonnes questions, si tu arrives à reformuler, si tu arrives vraiment à bien écouter son client puis à le laisser parler, tu vas aussi créer beaucoup plus de relations de confiance que si tu l'assommes d'arguments, d'adjectifs, que tu es les meilleurs, que tu es le plus fort, que c'est le meilleur produit que tu as. C'est pas forcément la bonne solution. Okay. Donc je pense que ce ratio que tu dis de 70-30, il est à mon sens assez juste. Ouais. Il faut quand même être bon dans ce qu'on propose, il faut quand même être à la technique, hein, si jamais on pose des questions, si tout d'un coup tu tombes sur un client qui veut te challenger, qui veut voir vraiment si tu sais de quoi tu parles, donc c'est hyper important. Mais moi je ne mettrais pas d'abord en avant, en tout cas dans toutes les belles ventes que j'ai fait, les bons conseils que j'ai fait dans ma carrière, ça a rarement été avec des arguments concrets et pertinents. Ça venait plutôt après pour consolider, bien peut-être pour fermer le contrat. Mais c'est jamais ce qui a déclenché le fait que le client veuille acheter. Okay. En tout cas dans mon domaine. Ok. Et puis plus concrètement, du coup, tu m'expliques que c'est important de bien cerner le client. Est-ce qu'il y a peut-être une certaine catégorie de gens, est-ce qu'on peut catégoriser les gens, on va dire, de différentes manières pour adapter nos réponses, puis adapter l'approche qu'on a par rapport à notre produit, par exemple? Alors oui, Julien, tout à fait. On peut catégoriser clairement le client ou le prospect, hein, selon différentes catégories. Après, il n'y a pas forcément une science exacte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un client peut être deux catégories différentes, mais il y a toujours une catégorie qui prend le pas quand il doit prendre la décision d'acheter. Donc, c'est très important. Donc on ne peut pas, je dirais, ranger quelqu'un dans une seule case. C'est un client qui est prudent, un client qui est relationnel ou un client qui est négociateur. Mais généralement, c'est toujours un de ces types-là qui va prendre la décision d'acheter. Okay. Donc si on revient peut-être aux catégories, moi j'en ai quelques-unes à te proposer. On a le premier, c'est le client qui est prudent. Le client qui est prudent, ses besoins, c'est qu'il a un besoin de sécurité, il a besoin de clarté et de réduire le risque. C'est un petit peu le client qui hésite, qui est un peu frileux, qui a besoin vraiment d'être rassuré avant d'acheter un produit. Les signaux, clairement, c'est quand il te demande beaucoup de garanties,
il hésite, il veut comparer, il veut être rassuré en fait. Ouais. Ouais, je sais pas, écoutez, ouais, ça m'intéresse, mais par contre, je connais des gens qui se sont fait avoir, ou bien je préfère d'abord toujours comparer, vous savez, avant de me décider. Ouais, dans les coachings, typiquement, souvent, c'est le genre de personnes qui vont demander des photos d'avant-après d'anciens clients. Voilà. Je pense que ce serait... Ouais. Ils ont besoin d'être rassurés en fait. Ouais. C'est des gens qui sont prudents, ils ne prennent pas des décisions émotionnelles rapides, ils veulent, je dirais, avoir un peu tout plein de confirmations que c'est le bon choix qu'ils font. Et puis la posture à adopter avec ces gens qui sont prudents là, c'est qu'il faut ralentir. En fait, ça sert à rien d'accélérer, donner des arguments ou bien d'aller un peu au marteau-piqueur, ça va plutôt les faire fuir. Il faut être prudent, il faut ralentir, il faut donner des preuves, puis proposer des options qui sont lisibles. Voilà, si vous choisissez cette option-là, vous aurez ça, et puis ça, et puis ça. Par contre, si vous choisissez l'option B, vous aurez ça, ça et ça. Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a assez d'informations? Et puis, il y a aussi des questions que tu peux utiliser pour ce type de client pour aussi les catégoriser. Par exemple, une question type, qu'est-ce qui devrait être parfaitement clair pour vous pour que vous puissiez vous décider sereinement? Qu'est-ce que vous avez besoin comme information pour vous décider? Puis là, il va te dire, moi j'ai besoin de savoir ça, ça, ça et ça. Et quand il te dit, après tu dois lui donner aussi les réponses qu'il a besoin. Une autre question type pour définir un client prudent, dans cette décision, qu'est-ce que vous craignez le plus de regretter? Pour voir qu'est-ce qui lui fait peur. Puis tu connais ce qui lui fait peur. C'est trouver l'objection. C'est trouver un petit peu la chose qui le freine ou bien qui lui fait hésiter à passer à l'action et à signer le contrat. Une autre question type, préférez-vous maximiser la protection ou conserver davantage de flexibilité? Voir de quel côté est-ce qu'il balance. Et puis un client prudent, accélérer, ça crée davantage de résistance. Donc il faut vraiment diminuer l'incertitude et puis pas augmenter la pression. C'est la meilleure solution pour pouvoir signer un client qui est catégorisé plutôt comme prudent. Ça t'aide? Ouais, pour qu'il sente peut-être comme si tu n'avais pas forcément besoin de lui dans un sens. C'est pas que tu n'as pas besoin de lui, c'est plutôt de lui dire que tu n'es pas là pour lui fournir quelque chose qu'il n'a pas besoin. C'est là ok vraiment si pour lui faire une solution qui lui convient à lui puis qui va le rassurer. Parce qu'un client prudent qui va prendre une solution qui est un petit peu forcée puis qui n'est pas sûr que c'est juste, ça va péter. De toute manière, tout l'effort que tu auras mis, il va être perdu derrière. Puis ce qu'on veut, c'est plutôt la qualité du long terme, puis des clients qui soient satisfaits puis qui restent. Parce qu'un client que tu as du mal à gagner, puis que tu forces un peu, puis après 3 mois après qu'il part, tout le monde est perdant. Toi, pour ta réputation, lui, il aura perdu du temps, il va te faire de la mauvaise pub. Donc, il n'y a pas trop d'intérêt à aller trop fort avec un client qui est prudent. Ouais, je comprends. Ok. Et qu'est-ce que tu avais d'autre comme catégorie? Alors, par rapport aux clients que j'ai eu, je ne pense pas que c'était cette catégorie. Il y a un autre type de client qui est le client plutôt relationnel. Le client relationnel, lui, il a un besoin de confiance, il a un besoin de reconnaissance puis de continuité. Donc les signaux, c'est qu'il parle beaucoup de son histoire. Il t'explique un peu sa vie, son histoire, son parcours. Il t'explique ses craintes, ses peurs, ses joies. Et puis il a besoin vraiment d'une relation puis de fidélité. Il veut être sûr que tu vas pouvoir le suivre pendant plusieurs années puis que tu es un gars bien finalement. Il privilégie plutôt la relation au produit. Et si la relation est bonne, même si le produit n'est pas le meilleur, mais il va plutôt choisir le produit par rapport à la relation. La posture à adopter qu'un client qui est plutôt relationnel, c'est prendre du temps. Il faut reconnaître le lien, parler un peu de voyage. S'il aime bien voyager, tu échanges sur tes voyages, tu crées vraiment du lien par rapport aux choses que vous avez en commun. Puis c'est surtout de personnaliser le suivi. Personnaliser par rapport à son type à lui, puis par rapport à ce qu'il veut. Pas lui faire un truc, le 80% des clients ils prennent ça, moi je vous conseille de prendre ça. Un client relationnel, il va fuir. Parce qu'il ne veut pas une solution que tout le monde prend, il veut quelque chose d'un petit peu plus particulier qui lui correspond à lui. Le relationnel, il n'achète pas seulement une solution, il achète aussi la certitude que quelqu'un répondra présent au moment important. Il y a des questions types que tu peux utiliser. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous dans cette relation? Puis s'il te dit, moi c'est d'avoir un conseiller de confiance, quelqu'un que je peux appeler, quelqu'un qui est réactif, quelqu'un qui me comprend aussi, c'est clairement un client relationnel. Il y a une autre question. Qu'est-ce que vous appréciez aujourd'hui et que vous voudriez surtout pas perdre? Il va toujours te parler, mon conseiller, il me suit, il prend du temps pour moi, on se comprend et autres. Il ne va jamais te parler du prix, s'il veut le moins cher ou autre. Il va te parler plutôt de la relation. Et ce genre de clients-là, c'est les clients qui sont aussi les plus fidèles, parce que c'est avec eux que tu peux vraiment créer de la relation puis du long terme. Et s'ils sont satisfaits de toi, ils vont aussi te recommander plus facilement. Ouais, c'est hyper intéressant.
Je pense qu'il y a tellement de monde qui vont bénéficier de cet épisode. Je suis trop content. Et en plus de moi-même, je pense que ça va vraiment aider plus d'un. Puisque je te propose, je fais une petite parenthèse, mais qu'on pourrait faire, c'est on va linker ça dans la description. Comme ça, les gens ils pourront télécharger peut-être un petit PDF. Ouais, clairement. Comme ça, on va récapituler un petit peu tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'infos, mais je pense que c'est hyper intéressant. Et puis, c'est pas des styles, je dirais, qui sont gravés dans le marbre. C'est ce que moi, je ressens. C'est ce que moi, j'ai un petit peu analysé avec mes 15 ans d'expérience. Il y a peut-être d'autres styles qui existent, mais je pense que ces styles-là, il y en a 4 ou 5, on pourra après les parcourir. Je pense que la plupart des clients, ils sont dans ce scope-là, dans ces 5 styles-là. Ouais. Et si tu arrives à définir déjà pendant les premières minutes de l'appel un peu dans quel style il est, bah, c'est beaucoup plus facile après pour toi pour te positionner, puis pour lui offrir aussi la solution qui va plus vite, je dirais, lui plaire finalement. Ouais. Puis peu importe le produit, que tu vends d'une bagnole, que tu vends un complément alimentaire, que tu vends une assurance, un produit financier ou un coaching de vie, bah, le style de client en fait c'est le même. Qu'il achète une voiture ou autre chose, c'est en fait le même style qui va décider. Donc peu importe ce que vous vendez après derrière, si vous comprenez bien ces styles-là, vous pouvez aussi plus facilement comprendre vos clients et puis en gagner des nouveaux surtout, clairement. Et du coup, tu avais encore d'autres catégories, hein? Oui, j'en ai encore 3 que j'ai identifiées, 3 catégories qui sont pertinentes. La première, c'est le négociateur. C'est le client vraiment qui veut reconnaître la valeur, qui a besoin de maîtriser le prix, puis qui veut un sentiment d'équité, genre c'est un petit peu lui qui a gagné, c'est un petit peu le win-win, hein. Celui qui aime bien négocier, hein. Les signaux, ben, c'est un client qui compare, il te challenge beaucoup, il veut vraiment voir si tu connais ton produit, si tu es vraiment bon dans ce que tu fais, puis il demande souvent une remise. Ouais, on ne peut pas me faire un prix, vous savez, moi je suis un bon client chez vous. Il est un peu pushy comme ça. Hein. Tu le connais des fois, tu l'as déjà eu, ou des fois on le catégorise un peu comme l'américain. Ouais. Hein. Très confiance en lui, très sûr de lui, puis il sait des fois peut-être mieux que toi aussi le produit, il a l'impression de savoir mieux que toi, puis il te challenge. La posture à adopter, c'est vraiment de chiffrer la valeur, lui dire clairement avec ta solution qu'est-ce qu'il va gagner. Ensuite, c'est de rendre les arbitrages transparents. Se dire, voilà, vous avez ça comme possibilité ou ça. Puis clairement avec avantage inconvénient de chacun. Comme ça, quand il décide, il a l'impression que c'est un peu lui qui a décidé ou qui a choisi. Le négociateur, il ne veut pas forcément payer le moins possible. Par contre, il veut avoir la certitude de ne pas avoir payé trop cher pour la valeur qu'il a. Donc il veut être sûr que le produit correspond bien à ce qu'il veut. Et puis que s'il met le prix, ben, ça va répondre à ses attentes. Ça sera peut-être un gars avec pas mal d'ego en fait. Ouais, quelqu'un qui aime bien challenger les autres ou qui aime bien négocier, qui a un peu grande gueule comme ça, généralement c'est un peu négociateur. Il y a des questions types que tu peux poser pour savoir si c'est vraiment un négociateur ou pas. Par exemple, sur quels critères souhaitez-vous comparer les solutions? Puis s'ils disent ce que je t'ai dit avant, bah, c'est clairement un négociateur. Quand vous dites que c'est cher, vous le comparez à quelle alternative? Il dit, ouais, bah, j'ai déjà comparé sur un autre site, j'ai vu qu'il me faisait 20% pour la première année. Vous, qu'est-ce que vous faites comme remise si je viens chez vous? Donc, il connaît la concurrence, il sait déjà ce que les autres font, et puis il va un peu te challenger. Et une autre question type peut-être, est-ce que vous cherchez plutôt le prix le plus bas ou le meilleur rapport qualité-prix? Puis le négociateur, il n'achète pas le moins cher. Il veut que pour son argent, il ait le meilleur produit disponible du marché. Donc, c'est pour ça qu'il te challenge, qu'il te remet en question, puis qui te pousse un peu dans tes limites. Ouais. Ouais, c'est des prospects intéressants parce que ça te permet aussi de te remettre en question et puis d'être encore plus sûr de ton produit. D'être fit, puis aussi de comparer un peu la concurrence. Parce qu'un négociateur, souvent, il t'appelle, mais tu n'es pas le premier. Il a peut-être déjà appelé 3 avant toi. Il sait ce que les autres proposent, puis après, il va un peu te pousser dans les cordes, puis il va un peu te boxer. Et là, il ne faut pas avoir peur de mettre les gants, puis aussi d'être sûr avec ton produit puis ton offre. Puis du coup, il nous reste une catégorie. Hein. Il y en a 2 encore. Il y a le pragmatique. Ouais. Le pragmatique, c'est un petit peu la personne qui n'a pas trop le temps, qui va aller à l'essentiel. Il veut quelque chose qui soit rapide, simple, et puis sans trop d'efforts de son côté. S'il doit remplir 3 formulaires, j'en ai aussi des comme faire ça. un test en ligne, et puis il va abandonner le mec. Il veut un truc rapide, facile, et puis sans prise de tête. Les signaux, quand tu lui poses des questions, il dit oui. Non, ouais, c'est ça, réponse courte. Il ne va pas parler de sa vie, il ne va pas parler de ses vacances, il va vraiment aller directement cash. Il a peu de disponibilité, il n'a pas le temps. Écoutez, j'ai pas le temps, faut m'envoyer votre offre, je la regarderai la semaine prochaine. Et puis il veut l'essentiel. Il veut pas de fioritures, il veut pas d'extra trucs autour qui servent à rien. Il veut vraiment, il appelle, il sait ce qu'il veut, il n'a pas le temps, et puis il veut vraiment aller à l'essentiel. La posture à adopter, c'est vraiment de simplifier le truc. Il ne faut pas commencer à essayer de faire le vendeur, puis lui proposer 1000 trucs. Simplifier. Voilà, je vous propose ça, ça va répondre à tel besoin, ça coûte tant, est-ce que c'est OK pour vous? Oui, OK, c'est bon, on y va.
Il faut visualiser, il faut lui montrer un petit peu qu'est-ce que ton produit va lui apporter, Mhm. qu'il puisse se projeter facilement. Et puis, il faut réduire les étapes. Il faut dire normalement, il y aura plus d'étapes, mais pour vous, on le fait plus rapidement. Je vous envoie le bon de commande, je vous envoie le contrat par mail, vous le signez, vous me le renvoyez. C'est OK pour vous? Ah ouais, OK, merci, je gagne du temps. C'est ça. Le pragmatique. Ouais. Avec un client pragmatique, ajouter des informations n'ajoute pas forcément de la valeur. Mhm. OK? Il faut vraiment réduire les frictions. Il faut réduire le temps pour acheter le produit. Puis il y a des questions types que tu peux poser pour découvrir un pragmatique. Préférez-vous une vue d'ensemble en 2 minutes ou entrer dans les détails? Si le gars dit non, écoutez, j'ai pas le temps, dites-moi les arguments principaux. Là, c'est clairement un pragmatique. Ou souhaitez-vous que je vous présente les 2 options les plus pertinentes directement? Ok, présentez-moi solution peut-être low cost et puis premium. Et puis c'est tout. Il n'a pas besoin d'avoir 50 000 infos. Ok? Ah ouais. Bah, en t'écoutant, je me suis rendu compte que j'ai loupé une vente il n'y a pas si longtemps. Tu as reconnu un client comme ça qui voulait l'essentiel, qui voulait un... Ouais, et puis en fait, j'ai pas réagi juste parce que quand on lance au niveau des clients pour les coachings en ligne, au niveau du sport, les gens ils doivent nous remplir 2 formulaires. Et le gars, il a rempli le premier à l'arrache Après, ça l'a saoulé après. et le deuxième, il l'a pas rempli. Ouais. Et en fait, j'ai un peu laissé tomber le client parce que je me suis dit, bon, c'est un gars qu'on a rien à foutre. S'il arrive déjà pas à être constant aux 2 premiers trucs que j'y Tu as demande, fait un jugement un peu... ouais, je me suis dit, ça va jamais jouer au niveau des coachings. Je pourrais y envoyer des trucs, il va jamais suivre. Et puis, je l'ai un petit peu laissé de côté et puis j'ai loupé la vente. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, du coup, c'est lui préparer une solution plus générique. Et lui dire, voilà ton programme, voilà le prix, basta. Ouais. Les pragmatiques, c'est des bons clients, franchement. Hein. Ouais. Ils sont surtout pas chronophages. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui t'appelle tout le temps, qui te pose 1 milliard de questions une fois que tu as signé, parce que c'est généralement pas prévu dans le budget. Hein. Ouais. Puis un client pragmatique, s'il te fait confiance, s'il voit que ton produit l'aide et puis que la relation est bonne, quand tu dois lui proposer un nouveau produit, tu lui dis, écoute, je t'envoie un mail, j'ai sorti un nouveau truc, ça va te plaire, je pense c'est sûr, ouais, je te fais confiance, puis c'est bon. Ouais. Parce qu'il va gagner du temps. Donc ça peut être vraiment pas mal, hein, honnêtement. Ensuite, le dernier profil client, ça s'appelle l'exigeant. Ah, attends. Peut-être juste avant qu'on attaque le dernier profil client, est-ce qu'on parlerait pas de ces putains de chemises? C'est une magnifique chemise qu'on a mis aujourd'hui. Ouais, alors les chemises, donc c'est l'idée de Julien, je tiens à le préciser, hein. C'est pas mon idée à moi. En fait, c'est l'épisode avant les vacances, parce que moi je pars en vacances dans quelques jours. Puis du coup, on s'est dit, on met une belle chemise en fleurs ou en couleur pour ces vacances d'été qui arrivent, tout simplement. C'est ça. Ouais. Bon, elles nous vont aussi super bien, mais on les a mis exprès Entre autres. passer les vacances. C'est ça. Ouais. La mienne, elle n'a pas d'histoire particulière. Je l'ai achetée chez Zara. Je sais pas la tienne si elle a une histoire particulière, mais en tout cas la mienne pas. Alors la mienne, si, elle a une histoire particulière, la mienne. Je vais vous la raconter du coup. Je sens que tu as envie que je raconte cette histoire. En fait, on était en vacances avec mon épouse au mois de mai. On est parti sans les enfants un petit week-end. Et puis le dernier jour, avant de prendre l'avion, il faisait pas très beau, il pleuvait, puis on était dans un centre commercial. Puis ma femme, vous connaissez les femmes, elle a essayé 12 500 habits pendant que moi j'attendais. Puis elle a sorti avec un ensemble, en fait, avec ça en haut, et puis le pantalon en bas avec les mêmes imprimés. Puis en fait, c'était un costume, en fait, un ensemble pour femme avec le pantalon et puis la chemise. Et puis ma femme, elle ne s'était pas acheté les deux parce qu'elle ne voyait pas le porter les deux. Elle trouvait que c'était un petit peu trop criard, un petit peu trop coloré, puis elle n'avait pas trop confiance de porter les deux. Puis je lui ai dit, écoute, tu sais quoi, si ça te plaît, t'achètes le bas, puis moi j'achète le haut. Et puis quand on sortira, quand tu mettras le bas, moi je mettrai le haut. Donc en fait, c'est une chemise de femme que j'ai achetée pour compléter le pantalon que ma femme a acheté. Franchement. Donc voilà l'histoire de cette magnifique chemise. J'adore. Qui vient de... elle te va bien, franchement. Qui vient de Menton, du sud de la France, et puis elle me va plutôt bien. Ouais, franchement. Ouais. Tu m'aurais pas dit, j'aurais pas dit que tu vas être chez les femmes. Donc comment avoir confiance en soi avec une chemise femme, c'est possible. C'est ça. D'ailleurs, on est dans les épisodes de la confiance en soi. Donc là, c'est un petit tacoté qu'on fait là. Mais si jamais, suivez aussi la confiance en soi. C'est tout ce qui est relatif à la vente, ça va vous aider aussi. Hein, donc c'est hyper important pour ça. On reprend du coup, pardon pour le petit interlude, le dernier type de client. Oui, le dernier type de client, c'est le client qui est exigeant. Donc le client exigeant, ses besoins, c'est la qualité, de l'expertise, puis de la personnalisation. Donc il veut vraiment un produit qualitatif, il veut que celui qui lui parle soit vraiment un expert dans son domaine, puis il veut un truc vraiment que pour lui. Il est exigeant, il est un petit peu hautain, il veut vraiment que ça aille d'avant. Souvent un peu les caractères, je dirais, les chefs d'entreprise,
ou les gens qui sont déjà très bons dans leur domaine techniquement. Mhm. Ils ne veulent pas perdre de temps, puis ils savent exactement ce qu'ils veulent. Puis là, au niveau du prix, on n'a pas trop de Ça ne soucis sera pas à au se niveau faire, du quoi. prix, ce sera Ouais, plutôt ouais. au niveau du niveau d'expertise. Ouais, ouais. Les signaux, c'est quelqu'un qui cherche une différence. Mhm. Parce qu'il connaît ce qui se passe sur le marché, puis il veut vraiment quelque chose d'exceptionnel, puis il veut un haut niveau de service. Il ne veut Mhm. pas être déçu sur le service. Il veut vraiment en avoir pour son argent. La posture, il faut commencer par la solution idéale, puis après ajuster. Pas commencer par le truc cheap, il faut commencer directement par le truc haut de gamme, puis après enlever les choses pour arriver à quelque chose qui est personnalisé par rapport à ce qu'il a besoin. Les clients exigeants ne veulent pas qu'on lui dise que l'offre est premium. Il veut comprendre ce qui la rend objectivement supérieure. Si tu dis, ouais, mais c'est l'offre premium, non, mais qu'est-ce que c'est l'offre premium? Pourquoi c'est premium? Dites-moi. J'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que votre offre est premium. Donc, il va aussi un peu vous challenger. Question type, par exemple, sans parler de budget, que devrait comprendre votre solution idéale? Puis là, il va dire, moi, je veux ça, ça, je veux absolument pas, ça, c'est hors de question, et puis je veux encore ça. Puis si tu arrives à lui faire quelque chose, ben, généralement, tu gagnes le client. Et puis peut-être une autre question type, qu'attendez-vous d'un accompagnement véritablement haut de gamme? Puis il va te dire qu'est-ce qu'il attend de toi. Et après, ce qu'il faut faire attention, c'est de pas proposer quelque chose que tu n'es pas capable de délivrer. S'il dit qu'il veut du haut de gamme, puis tu lui promets du haut de gamme, puis tu n'es pas au rendez-vous, t'es mort. Ouais. Et puis dans son réseau, tu es mort aussi. Parce qu'un client qui est exigeant, si tu arrives à l'avoir, après au niveau de son bouche-oreille, tu peux avoir aussi d'autres clients exigeants, souvent qui peuvent être des très bons clients avec un budget moyen assez élevé. Donc pas promettre aussi une qualité de service si tu ne peux pas la donner. Ça va très vite se voir que tu ne tiens pas la cadence. Ouais. Ouais, non, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Mais on mettra ça sur le chat et puis comme ça les gens qui veulent le télécharger pourront le télécharger. Ouais. C'est pas la science exacte, mais je pense qu'avec ces 5 profils de clients, on couvre déjà vraiment une bonne partie de la population, à mon avis. Et puis toi, personnellement, tu te vois dans quel type de client? Alors moi, je suis clairement le pragmatique. Ok. Moi, j'ai pas trop de temps, je sais ce que je veux, je compare assez vite, je suis assez fin, donc j'ai pas besoin qu'on m'explique pendant 1 heure comment ça marche. Et puis, il faut que ça aille vite, quoi. T'as une expérience de vente qui t'est arrivée, donc en tant que client, qui s'est extrêmement mal passée, que tu penses que c'est parce que le vendeur avait aucune connaissance? Ouais, ça arrive souvent. C'est pas qu'il ait aucune connaissance, c'est qu'il n'a pas compris que j'avais pas le temps, puis les tailles, ça m'intéressait pas. Et puis je suis parti, j'ai été l'acheter sur Internet, en fait. Ouais. C'est con parce que moi, je privilégie plutôt les achats locaux, les achats dans la région, faire aussi marcher l'économie circulaire. Et puis certaines fois, quand tu vois un peu la qualité de ce qu'il y a comme conseiller, des fois tu pleures, quoi. On va faire un truc. Je vais t'expliquer une expérience qui m'est arrivée, du coup, qui s'est pas bien passée pour moi en tant que client. Et puis tu me diras où c'est que tu me catégorises comme catégorie de client, un petit peu selon les infos. Du coup, comme tu le sais, je vais être papa bientôt. Et puis, on a dû faire une assurance du coup, pour notre futur enfant. Au niveau de la caisse maladie, alors. Caisse maladie, c'est ça. Le prénatal. Prénatal, ouais. Et puis, moi, je me suis dirigé automatiquement où je suis déjà assuré pour nous. Donc, c'était, j'ai contacté la personne en charge. Elle nous a reçus. Et puis, en fait, c'est pas vraiment bien passé parce qu'elle a essayé de nous vendre le truc maximum. Et moi, j'ai eu le sentiment que je me faisais arnaquer. Du coup, déjà, première chose qui passait pas. Du coup, moi, je me suis un peu mis sur la défensive. Et puis, en fait, à la place d'essayer, je pense, de comprendre vraiment mon besoin, elle nous a fait peur, en fait. Elle nous a amené des arguments. Voilà, si votre bébé il a ça, il ne pourra pas être pris en charge. Et puis, c'est à ça, puis machin. Puis... Elle a essayé de te vendre une division privée. Ouais, elle voulait tout me vendre. Le choix du médecin dans le monde entier. Tout, ça. ouais. Okay, ouais. Alors que y a pas mal de trucs que je suis déjà assuré, en fait. Que par mon assurance à moi, l'enfant, il serait déjà assuré. Et puis, on a signé parce que, en fait, j'ai juste pas envie de chercher d'autres assurances. Et puis, je vais vous faire au plus simple, puis je vais avoir tout à la même place, tu vois. Mais je sais que si une autre compagnie me propose un truc, la relation avec le conseiller se passe mieux parce que je peux mieux comprendre, il va mieux comprendre mes besoins, je partirai, en fait. Donc pour toi, si je comprends bien, ce qui était le plus important, c'était plutôt la relation que le produit, ou les deux? Le produit, oui et non. Pour moi, les assurances, j'ai l'impression que c'est un peu tout la même chose en vrai. Après, le prix, moi, ça m'est un peu égal aussi. Parce que je sais que c'est une des assurances les plus chères où je suis. Mais en fait, ça m'est égal. Ouais, en fait, tu as raison. Je pense que c'est vraiment
la relation qui joue un Tes rôle. relations pragmatiques alors, ouais. Ouais, Tu vas à l'essentiel, tu veux que ça aille vite, pas trop de détails, c'est ça. ça couvre l'essentiel. Ouais. Et puis ce qui est important, c'est la relation que tu as avec la conseillère, vu qu'elle t'a un petit peu essayé de te vendre quelque chose que tu n'avais pas besoin, Ouais. donc ça t'a fait peur. Ouais. Du coup, la relation n'était pas assez safe pour que tu fasses confiance. Du coup, j'ai signé sans avoir confiance dans la personne. Ouais. Donc, tu es plutôt pragmatique avec la relation. Ok. Vraiment, ouais. Ah, c'est intéressant. Ok. Mais c'est dommage, ça, surtout parce que c'est quand même important. Surtout un enfant, c'est quelque chose qui est très émotionnel. Ouais. Et puis souvent, c'est là qu'il faut aller vraiment avec du sur-mesure et puis vraiment faire quelque chose que les parents veulent ou choisissent. Parce qu'essayer de fourrer quelque chose qui est un petit peu, je dirais, comment on dit Générique. Ouais, qui est générique, Ouais. c'est dommage. Après, je sais pas, je pense qu'au niveau de la. Enfin, c'est la manière de faire, je pense, dans pas mal d'assurances. Enfin, peut-être pas toutes, mais moi, j'ai 2 autres amis qui vont être papa à petit peu près au même moment que moi, puis qui ont eu affaire aussi à la même compagnie, puis qui ont eu les mêmes propositions, en fait. Ouais, ok. Du coup, je pense que. Toujours la même chose, quoi. C'est ce qui est, je pense, proposé. Que quand un nouveau client arrive avec un bébé, on propose ça et ça. Et c'est ce qui est envoyé à tout le monde, je suppose. Mais ouais, c'est vrai que d'un côté, tu perds une partie de personnalisation qui fait que tu fidélises moins le client, quoi. Parfait, nickel. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et puis, si on discute un peu plus en détail des objections qu'on peut avoir, parce que c'est quand même toujours le gros truc des appels de vente. Au bout d'un moment, on se retrouve un peu face à un mur où le client va nous donner des objections. Puis c'est toujours assez difficile, je trouve, de répondre. Principalement, les objections au niveau du prix. Comment réagir par exemple, si on est en call, tu me proposes ta prestation et que je te dis, écoute, non, pour moi, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on propose? Alors moi, ce que je fais, généralement, quand quelqu'un me dit que c'est trop cher, je ne défends pas immédiatement le prix. Je demande, quand vous dites que c'est trop cher, vous le comparez à quoi? Trop cher par rapport à quoi? Pour essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'il c'est fixe trop son cher prix, pour mon budget, par exemple. son prix d'ancrage. Ouais. Si c'est trop cher pour le budget du client, c'est de dire qu'est-ce que vous attendez de cette solution? Qu'est-ce que vous voulez avec cette solution? Quel besoin que vous avez absolument? Finalement, le prix, c'est pas forcément souvent un facteur déterminant s'il y a vraiment un problème, s'il y a vraiment un besoin. Par contre, s'il n'y a pas de besoin et puis que le prix est trop cher, ça ne sert à rien du tout. Le call s'arrête. Mais si le client a vraiment un problème, puis tu arrives à le découvrir en posant des questions ouvertes, en reformulant, puis en comprenant bien sa situation, souvent le prix, ça serait un petit peu accessoire. Donc souvent, quand quelqu'un dit que c'est trop cher, c'est soit qu'il ne perçoit pas la valeur, soit que tu n'as pas clairement compris quel était le problème qu'il avait, puis qu'il voulait résoudre avec un produit. Donc c'est toujours un peu le prix, c'est finalement plutôt un symptôme, enfin non, c'est plutôt une conséquence, c'est pas le symptôme. Il faut d'abord découvrir le symptôme qui amène au fait de dire c'est trop cher. Ok. Ouais. Tout comme ça que je répondrai. Et puis c'est vrai que j'ai vu pas mal de trucs, tu sais, de Hormozy, je ne sais pas si tu connais Alex Hormozy, ouais. Et puis lui, il a assez style, faut jamais négocier le prix, faut jamais faire de rabais, c'est comme ça, le prix c'est le prix. Et puis toi, c'est quoi ton approche par rapport à ça? Je dirais qu'il a d'une part assez raison, parce que quand tu commences un petit peu à réduire tes prix, ça veut dire que tu crois pas trop en tes produits, puis que tu baisses aussi sa valeur. On dit toujours que ce qui est gratuit, c'est trop cher, ou que ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Ça dépend aussi de ton positionnement. Comment tu veux te positionner? Quel type de client est-ce que tu vas attirer? Si tu veux attirer des clients qui ont un budget modeste et puis qui te payent une fois sur deux, puis qui ont des arrangements de paiement, commence par faire des remises et autres, puis après tu te fais bouffer puis t'es fichu. Par contre, si ton produit est vraiment premium, avec vraiment une forte valeur ajoutée, puis que des clients ont déjà payé ce prix-là sans s'en plaindre, il ne faut jamais baisser le prix. Si tu baisses le prix, tu vas un petit peu dans le sens de l'autre qui dit c'est trop cher, et puis du coup, tu perds clairement de la valeur. Ça dépend dans quelle position. Est-ce que tu as déjà un bon portefeuille de clients, puis tu dois consolider, puis le faire grandir, ou est-ce que tu commences à zéro, puis tu dois commencer, puis faire un petit peu des rabais au départ, ou pour les 20 premiers clients, il y a 50%, etc. etc. Ça dépend dans ta phase de construction, où c'est que tu en es. Est-ce que tu es aux prémices du business? Est-ce que tu es déjà un petit peu en phase d'accélération? Tu as déjà un bon portefeuille client, puis tu dois le stabiliser ou un petit peu le faire grandir? Ou est-ce que tu es déjà vraiment le leader du marché, et puis tu dois même refuser des clients parce que ça n'a plus le temps? Et puis là, le prix ne fait vraiment plus sens. C'est clair. Parce que les gens sont déjà dedans. Donc je dirais que tout dépend un petit peu
où c'est que tu en es dans ton business en tant qu'entrepreneur, puis à quel niveau de clientèle est-ce que tu as déjà affaire. Ouais, je vais te donner mon approche, puis tu me diras ce que tu en penses. En général, si j'entre en négociation au niveau du prix, en fait, je m'assure que j'aurai quelque chose d'autre en échange. Du coup, par exemple, je vais proposer, ok, je vais te faire peut-être 10% de rabais, mais en échange, tu devras me filmer des testimonials, par exemple, Ah oui, des feedbacks. des feedbacks pour que je puisse utiliser le contenu pour mes réseaux. Ou alors, je fais un tel rabais sur cette prestation. Par contre, en échange, je sais pas, si le gars il a une entreprise, ben, moi, je vais avoir, je sais pas, ce que tu produis, ben, tu vas m'en envoyer 10 gratuits, des trucs comme ça. Un échange, en fait, un win-win, en quelque sorte. Essayer de gagner un win-win pour l'engager aussi lui, puis pas que de t'engager toi. Je pense que ça peut être une bonne solution. Quand tu as déjà testé, tu as eu quoi comme retour quand tu as fait ça? Le testimonial, ça marche toujours. Les gens sont partants. Ouais. Parce que l'engagement, finalement, il est assez peu coûteux en temps pour eux. Puis eux, ils ont l'impression de gagner en fait 10% c'est ça. Gratuitement. Ouais. Puis après, en fait, ça les assure aussi la réussite dans un sens. Parce que moi, je ne veux pas prendre un testimonial si le coaching n'a pas réussi. Ouais. Du coup, le gars, il se dit, OK, s'il veut que dans 3 mois, je monte ma shape, etc., automatiquement, ça veut dire que il doit faire du bon travail. Ouais. Non, je pense que c'est un bon engagement. Ouais. Honnêtement, c'est une bonne technique. Si le client, finalement, quand le client il accepte de faire ça, c'était pas vraiment le prix qui était le problème. Non. C'est que c'était un petit peu. Tu te souviens le négociateur qu'on a vu avant, qui veut obtenir un truc un petit peu en échange ou un truc spécial pour lui. C'est peut-être plutôt ce type de client-là. C'était pas forcément le prix qui était le problème. Il voulait un petit peu la cerise sur le gâteau, le petit truc en plus. Sentir bien. Ouais. Mais si toi, tu es gagnant aussi, puis que tu as réussi à obtenir quelque chose, bah, tout le monde est gagnant. Puis, c'est aussi ça, hein. Dans une vente ou dans une négociation, il faut que les deux repartent en ayant l'impression d'avoir gagné quelque chose. Ouais. Puis si c'est le cas, bah, c'est un deal. Ça fonctionne. Est-ce qu'un excellent produit peut se vendre sans un excellent vendeur? Je trouve pas mal. Oui. Et puis, après... genre les iPhones, il n'y a pas de vendeur d'iPhone. Hein. J'avoue. Il n'y a personne qui va te vendre un iPhone. Hein. Quel autre bon produit, tout ce qui est alimentaire. Puis l'inverse, est-ce qu'un mauvais produit peut être vendu pour un bon? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Tu peux vendre n'importe quoi. Si tu es bon vendeur, tu peux vendre. Tu vois, avec Jordan Belfort, avec le Wall Street, ils vendent de la merde à n'importe qui. Ouais. Mais un bon produit, genre par exemple tout ce qui est nourriture, tout ce qui est produit de nécessité, il n'y a personne à la COP qui te vend des bananes ou qui te vend des avocats ou qui te vend du riz. Ouais. Tu en as besoin, tu l'achètes. Les produits sanitaires aussi, le shampoing, la brosse à dents, il n'y a pas de vendeur de brosse à dents, de vendeur de dentifrice. Puis les produits un peu de luxe, je sais pas, genre une Rolex, t'as pas de vendeur de Rolex. C'est les gens qui veulent l'acheter. Ouais. Une autre marque Piguet, un iPhone ou un Samsung, tout le monde a un iPhone ou un Samsung ou un Huawei. Il n'y a pas de vendeur pour ces produits-là. Ouais, c'est tout le travail qui est fait en backup en marketing. Quoi. Ouais. Qui voient que le produit est génial, que ça règle beaucoup de problèmes, puis les gens vont l'acheter. Ouais. Les coureurs qui font de la course à pied, ils achètent une montre Garmin. Il n'y a pas de vendeur de montre Garmin. Donc je pense que les bons produits, il n'y a pas besoin de vendeur. Ouais. Ok. Clairement. Extra. Et puis, la dernière question, c'est est-ce que tu as des ressources à conseiller au niveau des livres? Où c'est qu'on peut trouver Comment on devient un meilleur vendeur déjà? Bon, alors, devenir un meilleur vendeur, c'est beaucoup la pratique. Plus tu pratiques, plus tu fais aussi d'erreurs, plus tu deviens meilleur, logiquement. Parce qu'on s'améliore bien plus en ayant fait des erreurs qu'en ayant réussi, parce qu'on va analyser pourquoi est-ce qu'on a fait faux. Les feedbacks, c'est hyper important. Après, il faut aussi des clients qui aient l'honnêteté de te faire un vrai feedback. Écoutez, là, ça ne m'a pas trop plu comment vous l'avez fait ou comment vous l'avez dit, ou j'aurais préféré peut-être que vous faites ça. C'est des fois dans les entreprises, tu as des fois des questionnaires de satisfaction qui viennent après le rendez-vous. Moi, j'en ai plein. Ouais. Tous mes conseillers, quand ils vont chez les clients, des fois, les clients ils reçoivent des enquêtes de satisfaction. Puis moi, je les reçois. Puis dès que la note est en dessous de 6 sur 10, je reçois comme quoi je dois appeler le client pour savoir ce qui s'est passé. Ouais. C'est un feedback négatif. Après, je creuse qu'est-ce qu'il y a eu. Puis là, ils me donnent des fois des points pour améliorer. Ouais. Donc ça, c'est important. Puis il y a aussi l'entraînement, il faut s'entraîner beaucoup, parce que finalement, une fois que tu as une maîtrise, je dirais, des questions, une fois que tu sais poser les bonnes questions, vraiment t'intéresser au client, reformuler, vraiment écouter activement, tu ne vends plus rien, c'est le client qui va t'acheter le produit qu'il a besoin parce qu'il se rend compte par tes questions qu'il n'a pas la meilleure solution ou que la solution que tu lui proposes est meilleure que celle qu'il a. Ouais. Et ça, c'est pas en vendant, c'est en posant des questions ouvertes et puis en écoutant vraiment ton client. Puis il y a 3 livres qui sont hyper importants pour moi. Il y a un livre qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini. Pour moi, c'est le livre que tous les conseillers, tous les vendeurs doivent lire, puis relire
et avoir comme livre de poche parce qu'il est vraiment excellent. D'ailleurs, ils peuvent aussi regarder le podcast qu'on a. On a aussi fait on un a dédié podcast quand même plusieurs épisodes. sur influence et manipulation, donc allez regarder celui-là. Ensuite, il y a Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman. Donc Daniel Kahneman, il a reçu le prix Nobel en marketing, et puis c'est un psychologue. Donc c'est un psychologue qui a reçu le prix Nobel de marketing. Donc toutes ces études, elles sont utilisées en marketing depuis les 40 dernières années, puis elles sont toujours utilisées maintenant. Et puis le troisième, c'est Spin Selling de Neil Rackman pour la vente, qui est aussi hyper important. Donc si vous avez ces 3 livres, vous les connaissez, que vous les maîtrisez, et puis que vous vous entraînez suffisamment, sky is the limit. C'est beau. Clairement. La classe. Mais écoute, déjà un grand merci pour toutes les infos. Je pense que Merci pour les questions aussi. Énormément de valeur dans cet épisode. N'hésitez pas à nous le noter dans les commentaires si vous voulez plus d'épisodes de ce style. Après, la vente, c'est quand même un gros thème pour tous les entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'on va encore en reparler par la suite. Et puis voilà, si vous avez aimé, comme d'habitude, likez, abonnez-vous. Merci de nous regarder, merci de nous suivre. Et puis, bonnes vacances à tous si vous prenez un peu de vacances cet été. Et on se réjouit de vous retrouver à la rentrée. Bonnes vacances l'équipe, on se voit à la rentrée.